Dans l'épisode précédent, je vous ai raconté ma fugue de chez ma mère à l'âge de 14 ans, avec un simple sac à dos, une pizza congelée et une peluche. Je suis partie en pleine nuit sans me retourner. Après avoir erré dans les rues et survécu dans des conditions difficiles, je me suis souvenue de ce que nous avons appris au collège. Appeler le 119 en cas de maltraitance. J'ai contacté le numéro, expliqué ma situation et on m'a dirigée vers le CCAS, où j'ai pu trouver un premier refuge. Mais l'angoisse ne m'a jamais quittée. Ils ont appelé ma mère pour officialiser mon placement. J'ai ressenti une peur immense à l'idée qu'elle pourrait me récupérer, me faire taire, comme elle l'a toujours fait. Heureusement, j'ai appris qu'une famille d'accueil était prête à m'accueillir. Cet épisode s'est terminé sur un sentiment mêlé d'espoir et d'appréhension. Allais-je enfin pouvoir trouver un endroit où me reconstruire ? Après mon passage au CCAS, l'éducatrice m'a accompagnée jusqu'à une famille d'accueil, située dans une ferme. Il faisait nuit. Je me souviens encore du moment où elle a toqué à la porte. Une dame brune, aux cheveux coupés très courts, nous a ouvert. À ses côtés se tenait un jeune garçon, blond, avec de grands yeux bleus. C'était un autre enfant qu'elle accueillait. Pendant que l'éducatrice discutait avec la dame, le garçon m'a regardé et m'a demandé « Pourquoi tu es noir ?» J'ai émis un petit sourire, un peu gêné, sans savoir quoi répondre. Puis il a ajouté « Parce que tu es resté longtemps dans un sac poubelle ?» Sur le moment, je n'ai pas réagi. J'étais trop épuisée, désorientée et affamée pour prêter attention à ces mots. Ce soir-là, j'avais juste envie de poser mon sac et de trouver un peu de calme. L'éducatrice m'a expliqué que j'allais rester ici et que je serais en sécurité. Je voulais croire qu'elle avait raison. Mais au fond de moi, j'avais des doutes. La dame m'a ensuite montré ma chambre, située sous les combles, dans la pièce où dormait sa propre fille. Il y avait un lit, une place et une table de nuit. C'était simple, mais c'était un lit, rien qu'à moi. Quand l'éducatrice est partie, on m'a proposé de manger, puis de prendre une douche. Pendant le repas, la dame m'a présenté à tout le monde, ses deux filles et les deux garçons qu'elle accueillait également. La douche, c'était un moment particulier. C'était la première fois que je me lavais seule, sans crainte, dans un vrai espace privé. Sous l'eau chaude, j'ai découvert mon corps. J'ai remarqué les marques, les cicatrices, tout ce que j'avais accumulé. C'était un mélange étrange de soulagement et de tristesse. Le lendemain, la famille m'a emmené acheter des vêtements avec l'argent donné par le CCAS. Pour la première fois, j'ai pu choisir ce que j'aimais. C'était une expérience nouvelle pour moi. Ces vêtements étaient nécessaires, car il fallait bien que je retourne à l'école à un moment donné. Mais cette idée m'angoissait profondément. Retourner au collège signifiait revoir mes frères et sœurs. Je savais qu'ils allaient m'en vouloir, car on avait prévu de partir ensemble. Mais je les avais laissés derrière moi. J'avais aussi peur de croiser ma mère. L'idée qu'elle puisse se représenter au collège, qu'elle puisse me trouver, m'effrayait terriblement. Je n'étais pas prête à affronter son regard, ni à entendre ses mots. À ce moment-là, même si j'étais physiquement loin d'elle, son ombre pesait encore sur moi. Mes craintes se sont confirmées. Mes frères n'ont pas mâché leurs mots. Traîtresse, m'ont-ils lancé. Ces mots si durs m'ont brisé, mais je n'ai rien dit. Je les comprenais d'une certaine manière. À ma grande surprise, certains camarades de classe ont changé de comportement. Ils avaient appris ce que j'avais traversé. Quelques-uns sont venus me voir, des excuses dans les yeux. On est désolé. On n'a pas compris ce que tu vivais, m'ont-ils dit. Ces excuses ne pouvaient pas effacer ce qui s'était passé, mais elles m'ont donné un peu de courage. Je me suis rendu compte que tout le monde n'était pas contre moi.
Ces petites attentions étaient un mince réconfort dans une période difficile. Petit à petit, j'ai repris le chemin de l'école. Je m'y rendais chaque jour, essayant de reconstruire une certaine stabilité. Mais malgré mes efforts, le retard que j'avais accumulé était immense. Les cours étaient compliqués. Je faisais de mon mieux pour suivre, mais mon esprit était souvent ailleurs, perdu dans les souvenirs et les blessures encore ouvertes. Pendant ce temps, à la maison, les choses étaient relativement calmes. Je vivais sous les combles dans cette petite chambre modeste, avec un lit et une table de nuit. C'est un espace à moi, simple mais suffisant. Cependant, le sentiment de solitude ne me quittait jamais. À la fin de l'année scolaire, j'ai dû quitter le collège pour intégrer un lycée technique. J'apprenais le métier de service en salle. Dans ma famille d'accueil, tout semblait stable. Mais un jour, tout a changé. C'était un moment banal, une journée comme les autres. Mais le mari de la famille d'accueil a eu un comportement qui a bouleversé mon sentiment de sécurité. Il s'est approché de moi et a posé ses mains sur moi de manière inappropriée. Je m'en souviens comme c'était hier, car c'était le 11 septembre 2001. Je rentrais de mon stage, je regardais la télévision, et c'est à ce moment-là que tout a basculé. Je suis restée figée, je n'ai pas osé bouger, ni dire quoi que ce soit. Mon corps exprimait clairement que je n'étais pas à l'aise, mais les mots me manquaient. À cet instant, je ne savais pas comment interpréter ce geste. Était-ce une maladresse? Était-ce intentionnel? Je ne comprenais pas. Mais au fond de moi, quelque chose me disait que ce n'était pas normal. Après cet accident, je suis restée silencieuse. Je n'en ai parlé à personne. Je n'avais pas les mots pour décrire ce que je ressentais, ni le courage d'affronter ce que cela signifiait. À chaque fois que je croisais cet homme, une tension s'installait en moi. Je faisais de mon mieux pour éviter de rester seule avec lui, mais dans cette maison, je ne pouvais pas toujours fuir. Ce silence était lourd. Il pesait sur moi, m'isolant encore plus. Même au lycée où j'essayais de paraître normale, cette peur et cette confusion ne me quittaient pas. Depuis mon enfance, la maltraitance faisait partie de mon quotidien. Avec ma mère, tout avait commencé. Ses gestes, ses mots, son absence de bienveillance, tout cela avait laissé des marques profondes, autant sur mon corps que dans mon esprit. Quand j'ai fui cette maison pour me protéger, j'espérais enfin trouver un refuge. Je pensais qu'un endroit sûr m'attendait, où je pourrais commencer à guérir. Mais ce que je n'imaginais pas, c'est que cette maltraitance allait se poursuivre sous une autre forme dans ma famille d'accueil. Dans cette famille d'accueil, la douleur était différente, mais elle était bien là. Le mari avait eu ce geste déplacé, un geste que je n'oublierai jamais. Et au lieu d'être soutenue, j'ai été rejetée, exclue et mise de côté par ceux qui auraient dû me protéger. Ils m'interdisaient de manger avec eux. Ils ne m'emmenaient plus faire les courses. Ils fouillaient dans ma chambre, comme si j'étais un intrus dans leur maison. Tout cela m'a ramené à ce que j'avais vécu avec ma mère. Cette sensation d'être de trop, d'être un poids pour les autres. Ces gens-là n'ont pas fait mieux que ma mère. Ils ont simplement continué ce cycle de souffrance que je pensais avoir laissé derrière moi. Cette injustice me rongeait. Un jour, j'ai laissé exploser ma colère sur une feuille de papier, gribouillant une phrase que je savais provocante. Mais ce n'était qu'une tentative désespérée pour exprimer ce que je ressentais. Quand ils ont trouvé cette feuille en fouillant dans ma chambre, ils ont tout de suite cherché à me faire taire. Au lieu d'essayer de comprendre ce que je vivais, la dame a contacté mon éducatrice. Elle voulait se protéger, détourner l'attention, s'assurer que je ne dirais rien sur ce qui se passait réellement dans cette maison. Quand mon éducatrice est arrivée, je pensais pouvoir me confier, dire ce que je ressentais, dénoncer ce que cet homme avait fait. Mais elle ne m'a pas écoutée. Elle ne m'a pas cru. Pour elle, je mentais. J'étais simplement une adolescente rebelle qui cherchait des excuses. Elle m'a fait la morale,
et j'ai compris que je ne pouvais pas compter sur elle non plus. Alors j'ai décidé de lui dire une chose. Je veux partir de chez eux. Elle m'a répondu que cela prendrait du temps. Ces mots, je les avais déjà entendus dans ma vie. Il faut attendre, il faut être patiente. Mais combien de temps encore devrais-je supporter cette douleur? Combien de temps avant qu'on m'écoute vraiment? Cette attente a duré presque 1 an. Pendant tout ce temps, j'ai dû rester dans cette maison, supporter leurs regards, leurs rejets, leur silence. Bien plus tard, j'ai appris que cet homme avait déjà eu ces gestes envers d'autres jeunes filles de leur entourage. Cette révélation m'a bouleversée. Je me suis rendu compte que je n'étais pas seule, que ce n'était pas un acte isolé, mais cela m'a aussi rempli de colère. Pourquoi personne n'avait rien dit avant? Pourquoi personne n'avait protégé ces jeunes filles, ni moi? Encore une fois, je voyais que le silence était complice de la douleur. Quand j'ai enfin quitté cette maison à 16 ans, pour une famille d'accueil à Saint-Malo, c'était comme un nouveau souffle. Mais ce départ était rempli de questions et d'appréhension. Est-ce que cette nouvelle famille allait être différente? Est-ce que j'allais enfin pouvoir trouver un peu de paix? Je n'en étais pas sûre. Mais une chose est certaine, je ne pouvais plus rester là où j'étais. Ce départ, c'était une chance de tourner la page, de recommencer. Même si je savais que les blessures de mon passé resteraient avec moi. Regarder en arrière, c'est voir comment la maltraitance a suivi à chaque étape de ma vie, de ma mère à cette famille d'accueil. Le schéma s'est répété, comme si j'étais destinée à porter cette souffrance. Mais je refusais de laisser cette souffrance me définir. Je voulais croire que je pouvais briser ce cycle, que je pouvais construire quelque chose de différent. Et cette promesse, je me la suis faite. Un jour, je parlerai. Je ne me tairai plus jamais. Parce que dans la vie, tout finit par se savoir.